Je t'ai vu passer, Pascaline. Est-ce que tu es là? Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Comment vas-tu? Écoutez, comme... Écoutez, comme... Pardon, j'ai un écho par contre. Pardon, j'ai un écho par contre. Attends, je vais regarder. Ah, il y a une personne qui a un écho. Voilà. C'est bon là, vas-y, essaye. Oui, Ah, super, nickel. Je pense que c'est une personne qui avait ouvert son micro. Tu nous disais, comment vas-tu, chère Pascaline? écoutez, comme quelqu'un qui est en train de cuire à New York. Voilà. On a un phénomène caniculaire dans la ville et c'est assez inquiétant en fait. C'est même pire sur la côte ouest. Mais autrement, ça va, mis à part ça. Bon. Bah, on Ouais, est très, très heureux de t'accueillir. merci. Content de passer ce temps avec toi. Merci beaucoup, moi aussi. On n'a pas toujours eu le temps de croiser le verre. On s'est croisé à Wayne Paris il y a 2 ans. Mhm. Sympa. Et puis, bon, voilà, avec tous les événements, c'était pas simple. Tu as Oui, fait connaissance de Justine déjà hier. absolument, oui. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir une présence féminine. Je trouve, c'est bien. Du coup, déjà un grand merci d'être avec nous ce soir. Et puis, on va parler de vin, pour changer. En fait, moi, globalement, je ne sais pas faire grand-chose. Donc, je vais peut-être te laisser présenter un petit peu ton parcours, Pascaline, si tu veux bien. Justine, tu pourras aussi peut-être te représenter rapidement. Et puis, après, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais que nos amis et participants ont toujours des questions fort pertinentes à poser. Voilà. On a 200 personnes, je crois, d'inscrits. Oui, voilà, il y a 200 personnes qui se sont inscrites, qui viendront ce soir ou qui regarderont le webinaire en replay. En tout cas, disons que les participants sont curieux d'en apprendre plus ce soir. J'espère que je vais satisfaire leur soif de curiosité. Voilà. On n'a pas trop de sujets, à mon avis, ça doit. Peut-être ton parcours un petit peu en quelques mots. On est toujours les plus mauvais cordonniers. Les plus mauvais cordonniers. Quand on doit parler de soi. Par contre, j'ai encore un écho. Alors, Ouais, je ne sais pas si. je Je suis désolée. Hein. C'est C'est bon. bon? Très bien. Bon. Écoutez, voilà, Pascaline, je suis ligérienne de cœur. J'ai grandi et découvert le vin dans la vallée de la Loire du côté de Rouget. Parcours un peu atypique, universitaire et philosophique avant de bifurquer, de me lancer, de me jeter à 1000%, 1000 milliards de pourcents dans ce monde fascinant, exceptionnel. Tu as fait tes études de philo, je crois, à Nantes, hein, si je me. Oui, absolument. Études de philosophie à Nantes. Parce qu'il y a beaucoup influencé mon parcours. Je crois que la philosophie reste la grille critique que j'utilise au quotidien dans mon travail. Et voilà. Qu'est-ce que tu en as tiré de ce parcours dans tes études de philosophie, dans ta vision de la vie, dans ta vision du vin? J'en ai tiré, je pense, deux grandes choses. Un, c'est j'étais platonicienne de formation et Platon disait que la philosophie, c'était s'émerveiller. Donc, je crois fortement que le monde est exceptionnel et que garder un esprit de curiosité et d'émerveillement est vraiment la clé pour apprécier, mais deux aussi pour surmonter les choses qui nous entourent. Donc voilà, l'émerveillement. Toujours me dire, waouh, c'est assez incroyable quand même. Et la seconde chose, c'est apprendre à demander pourquoi. Donc dans tout ce qui touche l'humain, en fait, il y a des systèmes de valeurs, il y a des décisions qui sont faites et qui sont liées à cet esprit humain. Donc, me demander pourquoi. Pourquoi c'est comme ça. Voilà. Et Et quand donc, tu parles, je me permets juste de rebondir, hein. Quand tu parles de cet émerveillement, moi j'entends aussi quelque chose qui est très asiatique quelque part, cette notion, tu sais, de gratitude, toujours de voilà, on est dans la vie, on traverse la vie, on est dans cette vibration de la vie. Et je sais, moi je suis très très branché sur ces pays-là. oui.
Cette notion de Alors, certitude, elle est. Enfin, je sais pas si tu veux exprimer la même chose que j'ai dans le cœur, mais. alors, sans doute indirectement, je suis malheureusement très très peu au fait des cultures asiatiques. Je l'ai eu un petit peu, mais je ne les ai pas vraiment pratiquées ni étudiées à mon grand regret. La vie est vraiment trop courte, même si on dit que le temps est infini, malheureusement, vous le savez bien. Les journées, il faudrait qu'elles fassent 72 heures. Mais ouais, dans cet émerveillement platonicien, il y a effectivement, je pense, euh, Platon et en fait Socrate derrière, hein, la figure de Socrate avait effectivement une appréciation de la vie comme joie. Et après, je l'ai vu dans d'autres philosophes qui m'ont beaucoup influencé, notamment Bergson, qui, euh, qui effectivement apporte, surtout sur la fin de sa philosophie, sur la fin de ses livres, une espèce de sérénité par rapport à l'acceptation de la beauté du vivant euh, et qu'on fait partie de ce flux de la qualité. Et ça, intellectuellement, c'est vrai que ça peut apporter beaucoup de sérénité. Mais bon, je ne connais pas et malheureusement, je sens que si je commence à me lancer dans la philosophie asiatique, je vais définitivement arrêter ma carrière dans le vin et je vais aller au Japon et je vais me mettre au saké. Donc, ce sera peut-être ma troisième carrière une fois que j'aurai fait le tour de la question ici. Quoi. Mais effectivement. Et donc, du coup, de la philosophie au vin. Philosophie au vin, facile, burnt out alors que je préparais les concours d'agrégation, prise de conscience que c'était peut-être un petit peu arrogant d'aller enseigner la philosophie à des personnes qui avaient 4 ou 5 ans de moins que moi et donc j'ai commencé à travailler dans la restauration et la restauration, le vin est arrivé avec un professeur de philo qui aimait le vin et le vin est apparu comme une évidence immédiate où je pouvais en fait trouver la diversité de champs de questionnement de la philosophie, mais incarné dans une bouteille. Parce que je crois que dès qu'on commence à être dans le vin, ce qu'on réalise, c'est que le vin touche à absolument tous les champs de l'humain, toutes les connaissances, que ce soit économiques, physiologiques, biologiques, botaniques, culturelles, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, qui s'intéresse au monde peuvent le voir via le prisme du vin. Et donc, le vin est apparu là. Et après, ben voilà, refusé dans des lycées hôteliers parce que j'étais trop diplômée. J'ai réussi à intégrer l'université. J'ai fait un MBA en management international de la restauration. Et après, j'ai découvert vraiment que c'était le vin, vin, vin. Donc, j'ai fait une mention complémentaire sommellerie à 25 ans. Je me suis retrouvée dans un établissement exceptionnel en Bretagne qui s'appelle la Roche-Bernard, l'auberge bretonne de M. Jacques Torel, qui m'a pris sous son aile. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à travailler pour un groupe aux États-Unis prônant le bien manger, le bien boire avec des perspectives éthiques et sociétales assez importantes, rouge tomate, pendant 10 ans. Et ce qui m'a conduit à New York en 2009. Et je suis depuis 2009 installée à Manhattan, maintenant en charge d'un restaurant qui s'appelle Racine, du côté du World Trade Center, dans Tribeca. Voilà. Et autre part, j'ai fait quelques petits concours aussi de sommellerie. Voilà, en quelques mots. Et donc, on va pouvoir parler des États-Unis. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un vignoble. J'ai mis une photo d'un vignoble des Finger Lakes, là où je fais un petit peu de vin. Donc, on va pouvoir parler de ça ce soir avec l'audience. Une question, Justine. Oui, c'est vrai. Alors, on aime bien commencer aussi nos webinaires par une question qui nous touche. Vous avez une très jolie sélection de vins qui vous tient à cœur. Et c'est quoi pour vous le grand vin? Ah là là, on m'a demandé de faire un essai en 3000 signes l'autre jour sur qu'est-ce qu'un grand vin. Pour les RVF. Eh bien non, pas pour la RVF, pour un livre. Ça veut dire. Hein. Pardon? Je fais des infidélités à la RVF. Ah oui, oui, bah c'est pour un, c'est pour, ça va ressortir. C'est la seconde édition du pressé des grands vins au naturel de Sébastien, de Stéphane Lagors. Donc ouais, ça va être cool. Donc c'est un petit paragraphe sur qu'est-ce que le grand vin. Alors j'ai médité la question évidemment. Je me suis mis dissertation de philosophie. Vous avez 4 heures. Non, aujourd'hui, je pense qu'un grand vin, c'est quelque chose ça va devenir c'est extrêmement banal et plat, mais c'est quelque chose qui me fait sentir vivre. Voilà, à la fois physiquement et intellectuellement. Donc, un grand vin peut être issu de terroirs méconnus, de cépages retrouvés, de millésimes compliqués, de la main
de jeunes talents comme de personnes chevronnées, mais je veux chercher dans le vin une vibration de vie, en fait, et qui me fasse vibrer aussi bien intellectuellement que émotionnellement. Donc, c'est ce que je recherche dans un grand vin. Ça peut être un vin qui peut se garder, ça peut être aussi un vin qui est un vin destiné à une consommation jeune et primeur. C'est pas forcément le but n'est pas forcément la, la, le temps infini, mais c'est vraiment capturer ce flot de vie dont on parlait juste au début, en fait, qui dans l'agroalimentaire est aujourd'hui malheureusement de plus en plus rare parce qu'on a tendance à avoir accès à des produits de plus en plus standardisés dans ce qu'on boit et ce qu'on mange. Et quand on arrive à capturer ce vivant qui peut redonner le sens d'un terroir, de la main d'un homme, le temps d'un millésime, d'un climat, et ben ça, c'est quelque chose d'absolument magique et unique et je veux sentir cette vibration. Voilà. Donc, c'est ça pour moi un grand vin. C'est un vin qui me donne à lire des paysages et à vivre des paysages que je ne connais pas et à continuer à élargir les champs du possible, à continuer à m'émerveiller. Justement, ça fait un joli rapport avec la philosophie parce que s'émerveiller, vous disiez, la philosophie, ça vous permet de vous poser des questions. Ça vous permet de vous en poser. Donc là, il y a le rapport. Oui, absolument. Mais après, il y a des temps. Surtout quand on étudie le vin, quand on fait des compétitions, quand on crée des cartes, quand on travaille dans le business du vin, on est souvent dans une relation extrêmement rationnelle et factuelle et analytique. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'effectivement, ça nous donne beaucoup de clés de lecture. Par contre, parfois, on se détache du pur émotionnel. Alors, je pense, surtout quand on est professionnel du vin, parfois nous échappe et parce qu'on a trop une fois encore ce mot de grille de lecture qui se superpose. Donc c'est vrai que c'est bien de se poser plein de questions, c'est bien de se demander, bah, tiens, est-ce que ce vin il est fantastique parce que c'est un vin issu de franc de pied sur un terroir argilo-calcaire avec un travail du sol fait par un vigneron biodynamiste qui a fait un respect au niveau des biotopes, et combien de temps est-ce que ça va durer, est-ce que cette petite réduction de bouteille va disparaître dans 6 mois, et est-ce que le potentiel de garde est là pour 50 ans. Voilà, ça c'est des questions effectivement qui sont importantes parce que ça permet de donner des cadres, mais après j'essaye d'apprendre aussi à m'en détacher parce qu'autrement, cela continue à donner des œillères. Et une fois encore, je pense que plus que jamais, essayer d'avoir un sens critique qui permet de se détacher de ces œillères est quelque chose d'assez clé, et non seulement pour le monde du vin, mais aussi honnêtement pour la vie en général. Alors, mon domaine, c'est le vin. J'essaie d'étendre cette capacité à tout ce qui touche à l'alimentaire, à la restauration, au niveau de la gastronomie. Qu'est-ce que je cherche à donner lorsque j'accueille mes clients au restaurant, quel type d'expérience j'essaye de leur apporter. Et c'est cette expérience plutôt de leur donner un environnement propice à expérimenter ce que moi je recherche, c'est-à-dire ce plaisir simple, vital, d'ouverture, parce qu'ils mangent et qu'ils boivent. Alors, c'est ça. Donc, les questions oui, les grilles d'analyse, oui, connaître les faits techniques, absolument, me perfectionner dans la chimie du vin, absolument, mais pour m'en détacher. Et justement, ça nous fait une très bonne transition parce qu'on a cette question aussi qui nous revient toujours en tête. En tant que sommelier, c'est comment se détacher aussi. Alors, comment aujourd'hui, la Pascaline, l'amoureuse du vin, la passionnée, déguste? Comment vous dégustez? On peut lui Ah là là, alors... c'est comment, quand tu bois un coup, c'est comment? Voilà, c'est un petit peu la subtile, la différence. Oh là là. La Pascaline sommelier mof et Pascaline qui est profondément amoureuse du vin, peut-être aussi. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est une personnalité duel, unie ou... Oh, bah, y a la schizophrénie, évidemment, ce serait pas marrant autrement, mais je pense qu'on est tous schizophrènes. Alors, Je crois un peu, oui. Alors pas janusien, mais schizophrène. Écoutez, comme dans tout, c'est-à-dire qu'effectivement, on apprend au contexte, c'est-à-dire qu'on s'attaque au contexte. Une Pascaline qui va en salon déguster pour faire des achats sur une carte, une Pascaline qui va enseigner à son groupe d'étudiants, ou quelqu'un qui va juste apprécier un vin entre amis, effectivement, c'est toujours la même et jamais la même. Donc, malheureusement, je n'ai pas été encore formée à la dégustation géosensorielle. J'ai lu à son propos, mais je n'ai pas encore pratiqué de manière active.
Mais j'ai eu cette chance d'avoir une formation française dans l'approche de la dégustation, à la fois en cours et après, évidemment, pour la préparation des concours. J'ai aussi beaucoup travaillé de la dégustation analytique à l'anglo-saxonne via l'EMS. AMS, je Pas, parle de Master Sommelier, je le précise. master sommelier, pardon, excusez-moi, oui, donc assez inspiré de toute la branche anglo-saxonne, du WSET et de tout ce qui est Master of Wine, donc beaucoup plus analytique et moins large que le Master of Wine. Ce sont des bases de travail qui aujourd'hui me servent effectivement sur des analyses rapides des vins, notamment sur l'analytique, je pense de moins en moins, parce que je crois que c'était une étape par rapport à comment apprendre à gérer la décharge émotionnelle et sensorielle et multisensorielle qu'est une gorgée de vin. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe, comme on le sait tous. Donc l'analytique aide un petit peu à temporiser, à définir, à mettre en place, mais c'est qu'une base de travail parce qu'au final, on se rend compte que des plus et des moins, c'est très très loin de donner la complexité du vin. Le numérique et le quantitatif ne relatent que superficiellement ou alors ne relatent pas dans l'unicité. C'est-à-dire que, je suppose qu'on va être d'accord, Franck, on peut avoir des grilles d'analyse chimique avec toute l'analyse physico-chimique du vin et on peut avoir des scores avec médium plus, des moins et des plus sur les acides, les alcools et même des grilles aromatiques relativement précises. On peut le faire, on va avoir deux vins qui vont sans doute tomber sur exactement les mêmes chiffres et les deux vins ne vont pas goûter pareil. Donc, comment est-ce qu'on arrive à dépasser ce ne pas goûter pareil? Et c'est là qu'une approche plus sensorielle, plus intuitive, où pour moi les dynamiques entre les éléments et cette relation dynamique entre les éléments, ces qualités d'éléments deviennent primordiales. Donc, Pascaline Moff, Pascaline dans son restaurant, se base sur de plus en plus, et surtout pour mes clients, sur ces dynamiques de ressenti. Mais on n'y arrive que parce que d'abord, on a des bases qui nous permettent malgré tout de définir techniquement le vin. Donc, il y a une approche très technique, de plus en plus technique, même je pense que je vais de plus en plus dans la technique. Je suis en train de travailler beaucoup la biochimie du vin en ce moment pour essayer de comprendre. Notre travail, a fait, quand on réalise, c'est que mon boulot, malgré tout, c'est goûter un vin, sélectionner un vin, le mettre à la carte, l'acheter et savoir me projeter sur l'évolution de cette bouteille. Donc, au final, on est quand même sur un travail biochimique très important, physico-biochimique, c'est-à-dire quelle est la capacité du vin à vivre avec le temps et comment est-ce que moi, sans forcément avoir l'occasion de goûter cette bouteille que j'ai pu goûter en tant que T-1, T-2, T-10, comment est-ce que je peux en parler à un client et me dire, voilà, si j'ouvre cette bouteille, je pense que les composés aromatiques, les structures de bouche, les dynamiques des éléments vont aller dans cette direction-là. Donc, il y a cet aspect très technique que je suis en train de travailler parce que je ne suis pas œnologue de formation, je ne suis pas scientifique, chimiste de formation. Mais à cela s'ajoute l'autre paramètre qui est comment est-ce que, si j'arrive à me projeter correctement sur cette bouteille, comment est-ce que je peux vraiment la relier à la sensibilité d'un client qui est tenté dans mon restaurant. Après, c'est différent quand on a des vins au verre et quand on fait des accords mets et vins et tout ça parce qu'on goûte le vin. Mais on a quand même malgré tout un énorme travail à faire de projection sur ce temps moyen et long du vin en tant que sommelier. Et on le sait bien, quoi. Mais je partage vraiment ta vision, Pascaline, parce que finalement, voilà, quand on prend la responsabilité, l'engagement de mettre un vin à la carte, il y a d'abord le contact avec le client par le questionnement. On va essayer de sentir dans quelle humeur et dans quelle vibration il est le soir, ou le midi d'ailleurs, dans quel cadre il est là. Et puis après, voilà, il y a des vins à la carte qu'on n'a pas goûté depuis longtemps. On présume qu'ils sont comme ça. Et je suis assez d'accord avec toi. Et finalement, je ne suis pas fait de philosophie, un parcours, si tu veux, où finalement, tu pars. Finalement, pour moi, le vin, il y a vraiment une expérience en trois dimensions. Il y a une expérience technique qu'il faut totalement maîtriser pour justement comprendre cette projection-là. Puis on voit aussi qu'à un moment, la chimie ou l'analyse purement analytique, elle a ses limites, à travers l'exemple que tu as donné sur, par exemple, sur la volatile d'un vin, sur tout ça. Après, il y a la dimension émotionnelle, c'est-à-dire que quand on goûte le vin, est-ce qu'on est touché ou pas?
Voilà. Et on sait que cette dimension émotionnelle, elle est assez personnelle finalement. Mais ce qui est important, c'est qu'à travers l'entretien avec le client, ça va être de comprendre quelle est la vibration émotionnelle qu'il va vouloir et comment, à travers nous, on va la remettre avec le vin qu'on a. Et puis, on a aussi cet aspect vivant. Voilà, parce que le vin, il est vivant. Enfin, pas tous les vins, malheureusement, mais je pense quand on a parlé, quand je t'ai entendu parler d'émerveillement, voilà, il y a presque un côté, il y a un mot qui me vient comme ça à l'esprit, c'est un peu la transcendance. Il y a ce côté vertical dans le vin. Euh, le vin, il va être en capacité de délivrer un message et de donner ça. Et en fait, notre boulot, ce qui est quand même un super job, qui est quand même très passionnant, c'est pas simple d'avoir cet aspect technique, cet aspect émotionnel et cet aspect ressenti pur, intuitif du vivant. Il faut réussir tu parlais en dégustation de schizophrénie, il faut réussir à unir ça euh, à l'intérieur de nous déjà et de l'unir dans la dimension de l'espace-temps du repas et du verre et du moment du plat. Et c'est ça c'est un côté. Ce qui fait, enfin, moi, qui me fait toujours dire que ce métier, c'est un métier magique parce que c'est jamais pareil. Moi, j'ai un de mes deux garçons qui est en première année d'Institut Paul Bocuse, il est en stage au Negresco en ce moment. Il me dit, oh, attends, les services, c'est tous les jours pareil. Je dis oui, pour l'instant. Mais tu vas voir que ça va changer. Non, non, c'est absolument vrai. C'est ça qui est passionnant, surtout quand on s'engage dans une certaine, je pense, dans une certaine représentation effectivement du travail de vignerons qui eux-mêmes se sont engagés dans une certaine approche de la viticulture. Donc, les émotions, enfin, c'est quand même assez fantastique, effectivement, lorsque c'est la bonne bouteille au bon client au bon moment, que la personne ressent quelque chose de très fort. C'est quand même, c'est un plaisir fou, quoi. C'est vraiment un vrai bonheur et c'est vraiment pour ça qu'on fait ce travail-là, je pense. C'est cette mise en relation de deux mondes à un moment T ouais, c'est fascinant, c'est fascinant. Euh, donc ouais, non, c'est un métier qui récompense d'une manière assez particulière quand même parce qu'on peut le vivre ça en plus quoi. On est un peu on est des catalyseurs d'une certaine manière. Enfin, moi je le vois comme un catalyseur esthétique et un peu plus politique parfois, mais je me vois comme un catalyseur. C'est un peu le travail. Et ce qui est intéressant, juste le catalyseur, parce que tu parlais de chimie, c'est intéressant de voir quel est le catalyseur, c'est la vitamine. Hein. Bah, La B1, la B12, tout ce qu'on veut. Il y a un petit jeu de mots finalement ouais, dans la chimie devient l'alchimie. Voilà, la chimie organique devient l'alchimie émotionnelle et spirituelle. Donc, ce qui est magnifique, c'est de faire le lien entre les deux. Tu avais une question, Justine. Oui, non, c'était juste avant de passer au zoom sur les vins des États-Unis. Justement, vous donnez des cours également à toute cette jeune génération de sommeliers. Comment vous voyez la transmission? Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à ces jeunes qui vont faire le métier de sommelier? Comment vous voyez les choses justement sur ces sujets-là de transmission aux clients et de... Moi, j'ai un public particulier, hein, c'est un public plutôt américain. Enfin, j'enseigne ici aux États-Unis, où il n'y a pas forcément la même tradition de restauration, de restaurant. Et moi, je les forme pour être sommelier, hein, pas pour être caviste ou pas pour être journaliste du vin ou distributeur ou importateur. Euh, euh, Peut-être que ce que je leur apprends, c'est d'abord avant tout d'apprendre à créer leur outil technique, leur outil de sens critique en fait. Il y a beaucoup de choses dans l'enseignement américain, notamment dans les universités, où en fait c'est beaucoup de par cœur, dans pas que dans le vin, mais vraiment plus largement. Et donc j'essaye de leur apprendre que le par cœur c'est bien, mais en fait le plus important c'est vraiment une fois encore on revient à cette question du pourquoi, d'apprendre à comprendre d'abord pourquoi une chose est comme ça, parce que le par cœur, on va pas très très loin avec ça. Et après, en termes ça va très vite ici, c'est très dynamique. Être chef sommelier d'un restaurant à 23 ans, c'est pas étonnant, quoi. Enfin, d'être acheteur à 23 ans, c'est pas étonnant. Et j'essaie de leur apprendre qu'il y a certaines choses qui prennent un petit peu de temps, qu'on est quand même dans un monde du vin, qu'il y a un millésime par an.
il y a ce côté assez fascinant de la durée dans ce qu'on travaille. La durée de la production, évidemment, hein, le temps du millésime, le fait que les vins évoluent aussi, ce qui est fascinant. Et la durée avec le client, l'expérience d'écouter vraiment la personne en face de soi. Donc, j'essaie de leur apprendre avant tout ces deux choses-là fondamentales. C'est quoi l'écoute, c'est quoi le non-verbal, c'est quoi vraiment prêter attention, leur donner des outils pour qu'ils apprennent eux-mêmes à réfléchir et à développer leur propre sens du goût et à créer plus tard des programmes ou des cartes des vins ou des accords ou des relations avec leur chef qui feront que ce soit quelque chose vraiment d'approprié, de compris et pas juste de faire du copier-coller et sans perdre évidemment la dimension du business du restaurant, quoi. On travaille, enfin, quand on est sommelier, on est avant tout une personne de restaurant qui a une expertise ou qui a un savoir-faire au niveau du vin. On est d'abord un période de restaurant. Donc ça va apprendre un petit peu ça parce que ici, on a comme tendance aujourd'hui à avoir des spécialistes du vin d'un côté qui viennent un peu faire des consultances en salle parce qu'on n'a pas forcément la même approche de la restauration. Voilà. C'est ce que j'essaie de leur apprendre. Ok. Donc, écoute, ressenti, se faire confiance en pleine conscience. Aussi. Oui, et se rendre compte aussi qu'on a un rôle important à jouer. Enfin, on va retourner un peu, je pense, un peu à ça même par rapport au vin américain et tout. Mais je pense que lorsqu'on travaille en restaurant et qu'on donne à manger et à boire aux gens, après, on a quand même un rôle sociétal extrêmement fort par rapport aux chaînes de production qu'on accepte de défendre, dans quelles conditions on accepte de travailler. Après tout, on donne à manger et à boire à des gens. C'est quand même un acte extrêmement fort. Et je pense qu'aujourd'hui, vu le contexte actuel, agricole, économique, environnemental, sociétal, plus que jamais, la façon dont on se nourrit, la façon dont on mange, ce qu'on accepte de défendre ou de représenter est plus que jamais critique. Donc leur faire rendre compte que on est dans un métier d'hospitalité, alors pas de service, mais d'hospitalité, je pense que c'est un mot assez important dans la différence. On n'est pas au service d'eux, on est dans une relation d'hôte avec les clients avec lesquels on travaille. Ça donne une dimension encore, je pense, encore plus affective dans la façon dont on a une relation avec les personnes, nos clients. Et voilà, il y a une dimension aussi très forte politique par rapport à l'engagement des produits qu'on accepte de défendre. Et je crois que le restaurant et les jeunes générations ont un rôle à jouer. Je pense qu'ils le savent. En tout cas, aux États-Unis, ils en sont de plus en plus conscients. Enfin, c'est des revendications affichées, affirmées. Et c'est bien, c'est bien. Ok, bon, merci pour ce point, en tout cas, vision. On a une question, je crois que oui, voilà, donc pour lancer sur les vins des États-Unis, on avait déjà une question. Selon vous, quelle est la plus grande différence en fait entre le vignoble américain et le français ou européen disons, quelle est la différence majeure entre notre vignoble, celui qu'on connaît, et puis les États-Unis? La différence majeure, c'est l'histoire. Hein. La viticulture américaine, elle a 4 siècles d'existence. La viticulture européenne, elle a plusieurs millénaires d'existence maintenant. Donc ça, c'est la différence numéro 1. On est dans un produit culturel, éminemment culturel. Hein. On va peut-être parler des vins nature, mais vin nature en soi, de toute façon, le vin est culturel. Donc, on a cette première différence d'observation et d'adéquation entre un végétal et des terroirs. Alors, les terroirs, il y a des terroirs très complexes aux États-Unis, on va pouvoir rentrer là-dedans, mais grande différence, il y a beaucoup moins de terroirs calcaires aux États-Unis, par exemple, si je rentre dans le détail, que dans la France. Mais est-ce qu'un grand terroir est un terroir calcaire? C'est une autre question. On a des microclimats incroyables aux États-Unis. Mais pour revenir à cette question du végétal, l'autre différence aussi fait que historiquement, il y a quand même de la vigne aux US. Hein. Les vitis américaines sont présentes. Elles sont différentes des vitis vinifera européennes. On sait très bien les relations compliquées du végétal avec l'environnement, avec la crise phylloxérique, le milieu, l'oïdium et tout ça. Donc, on est dans des contextes aussi de pression maladive un petit peu différentes, surtout sur la côte Est, où le végétal répond différemment. C'est beaucoup plus compliqué de faire du vin parce qu'on est un peu là où je suis, c'est un peu l'origine géographique de toutes les maladies que je viens de vous décrire, hein, milieu phylloxéra, black rot, tout ça.
Donc, on a une adaptation du végétal un petit peu différente par rapport au biotope. Après, on va rajouter évidemment la dimension économique, socioculturelle qui fait que autant il y a eu une liberté grande en Europe jusqu'en 1936 avec les appellations. Avant, on pouvait quand même planter, faire des styles, tout ça, qui était un petit peu lié au marché, aux demandes dans toutes les régions viticoles françaises. Après, ça a été contrôlé, ça a été réglementé, ça a été légalisé pour toutes les questions de fraude qu'on connaît. Les États-Unis, bien évidemment, n'ont pas toute cette historique de liberté redevenue extrêmement codifiée. Donc, c'est une histoire qui est en train de s'écrire parce que les jeunes et parce qu'il y a cette possibilité de planter, de faire des styles de vin que l'on veut, un peu où on veut quand même. Voilà. Donc c'est un peu, en gros c'est ça. Après on peut évidemment rentrer dans tous les détails microclimatiques, géologiques, pédoclimatiques, mais les États-Unis ont indéniablement probablement des très grands terroirs, qui sont en train d'être explorés. Oui, mais justement, on se posait la question, c'est quoi les challenges là aux États-Unis en ce moment? Bon, alors on s'était dit qu'on pourrait peut-être faire un zoom sur la région où vous êtes, donc plutôt État de New York, peut-être, vous qui connaissez un peu mieux l'endroit. Enfin, voilà. Quels sont les challenges en ce moment, justement, pour les vignerons? Alors, pour les vignerons, les challenges, je pense que les challenges, il faut qu'on les replace un petit peu dans l'histoire malgré tout du vin américain. Hein. Comme je vous disais, le vin, il y en a depuis 4 siècles. New York, Jefferson, ils ont essayé de faire du vin sur la côte est depuis très longtemps. L'industrie du vin telle qu'on se la représente aujourd'hui en termes de volume, en termes de principe, en termes de dynamique, en termes de perspective, elle est quand même relativement récente, même en Californie. La prohibition avait fait beaucoup de mal. Il y avait des vignobles avant, il y avait plein de vignobles avant. Il y a un avant et après la prohibition, quand même, qui a été un événement majeur et très très fort, hein, qui a vraiment balayé toute une industrie naissante. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle s'en remette, hein, cette industrie naissante, avec un marché de consommation qui s'est tourné très rapidement après la prohibition sur les alcools forts et sur les bières. Donc, on n'était pas forcément dans une culture du vin qui s'est développée via des phases d'immigration. Ça a été replanté en Californie, ça a été replanté. Les premières vitis vinifera à New York, c'est dans les années 60, 1960-65. Donc, c'est extrêmement récent. Avant, c'était que des hybrides. Donc un marché du vin un petit peu mature avec des ambitions, avec une recherche d'expression terroir qui dépasse juste le simple vin boisson du quotidien, ça a 40-50 ans. Donc les challenges aussi sont des challenges un petit peu accélérés. C'est-à-dire que les problématiques qu'on voit aujourd'hui, c'est un petit peu comme si on avait mis toutes les problématiques qu'on connaît un petit peu en France et qu'on les avait fait passer dans un accélérateur à particules et que elles arrivent en même temps. Donc les problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est les problématiques viticoles, évidemment, les questions environnementales sont là, les problématiques du foncier viticole qui est extrêmement cher aux États-Unis, les problématiques climatiques. Petite question, on sait par exemple qu'en France, on a le système d'attribution envers la SAFER, etc. Connaissant les États-Unis et on va dire leur libéralisme, j'imagine mal une SAFER américaine. Non, on n'a pas ça, non. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Et donc, mais c'est une question très intéressante parce que ça revient un petit peu sur ce que et un point que, merci Franck, parce qu'en fait, j'allais l'oublier, mais le système américain, malgré tout, du vin n'est pas un système de vigneron tel qu'il était défini à la base. Alors, je m'explique. Pas de vigneron, tout simplement parce qu'une fois encore, on a une industrie du vin qui s'est vraiment redéveloppée après la prohibition, qui s'est redéveloppée notamment par en fait l'agriculture et l'arboriculture. Donc beaucoup de gens qui ont replanté de la vigne en Californie, mais aussi dans les Finger Lakes. Puis après, alors c'est un peu différent en Oregon, en Washington, j'en parlerai après, mais vraiment la Californie et New York, c'était des gens qui faisaient du fruit. Ils ne faisaient pas forcément du raisin à vin. Il y a eu une énorme production de raisins de table, de raisins à jus. Donc il faut bien se rendre compte qu'en fait, on a encore une dichotomie majeure entre des producteurs de raisins et des gens qui font du vin. On a les growers et les makers. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que une minorité en fait de la production américaine, après si on sort les gros groupes, les Gallo, les Boisset, enfin toutes les très très grosses structures qui maintenant achètent des vignobles, on est encore sur une structure où
la personne qui va faire le vin n'est pas la personne qui a fait pousser le raisin. On achète. Ah, on est un peu dans les années 60-70 des coopérateurs. Oui, avec cette grosse différence que les coopérateurs en France faisaient quand même des raisins pour faire du vin. Ouais. Et que là, on est quand même dans une réflexion, une dynamique qui originellement était pour faire du fruit. Et donc, quand vous avez même en Californie ou même là, à New York, vous avez vraiment un marché de l'achat de raisins, qui est très important. On n'a pas nécessairement les mêmes finalités quand on fait pousser du raisin d'un côté et quand on veut faire un vin de qualité de l'autre. En termes de rendement, en termes d'agriculture, en termes de clones, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'on oublie assez régulièrement dans notre approche du vin américain, mais ça reste quelque chose de très ancré. Beaucoup de très grands domaines achètent du raisin à des prix relativement importants. Donc, on a des problèmes de fluctuation de prix. Donc, on revient un peu à cette question, la question du terroir, la question climatique. Là, en Californie, par exemple, l'année dernière, avec les feux, c'était très compliqué. Les sécheresses, c'est très compliqué. Il y a des growers qui se sont retrouvés sans personne pour acheter leurs raisins parce qu'on avait des problèmes de goût de fumée dans les raisins. Donc, subitement, vous avez des milliers de tonnes de raisins qui vont pas être vendus. Donc, on a un marché de l'offre et de la demande qui vient jouer sur la finalité du produit vin. C'est un peu différent en Oregon parce que l'Oregon est une région aussi viticole extrêmement récente qui s'est développée vraiment à la fin des années 60, surtout dans la Willamette Valley, sur un modèle un petit peu bourguignon. Donc, on a beaucoup plus de relations vigneronnes, entre guillemets, avec des domaines qui possèdent leurs vignes et donc qui font de A à Z le vin. Il y a aussi quand même des vignobles beaucoup plus gros qui vendent du raisin. En Washington, c'est un peu un mix des deux, parce que aussi Washington est une région développée un petit peu sur ce principe d'arboriculture et d'agriculture, et après il y a eu des domaines qui sont installés quand on a un petit peu cette vision mixte dans l'État de Washington. Alors je les mentionne parce qu'en fait, le premier producteur de vin aux États-Unis, c'est dans la Californie. Après, c'est Washington. Après, c'est New York. Après, c'est l'Oregon. Et après, c'est le Texas. Juste pour vous donner. Et Californie, c'est de mémoire, je crois que on est encore à 89 ou 90% de la production américaine, c'est la Californie. Donc, c'est très, très gros. Les Finger Lakes et New York, c'est une région, pour les Finger Lakes, là où je suis, historiquement refaite sur, pareil, le raisin de table et le raisin de jus. Les années 60 ont vu l'arrivée de producteurs, mais aussi ils achètent beaucoup de raisins. Long Island, à côté où je suis à New York, là par contre on est plus sur une région de producteurs, mais parce que c'est développé très tardivement dans les années 70. Donc en fonction du moment où la région s'est développée, on a vu des modèles un petit peu différents s'installer, qui étaient plus proches de ce que nous on connaît en Europe. Les coopérateurs, il n'y en a pas ici. Il n'y a pas de coopérative. Il y a soit des domaines individuels, soit des individus qui achètent du raisin, soit des gros groupes qui achètent du raisin, soit des domaines qui ont leur foncier. Donc, on est sur des structures un petit peu différentes aussi par rapport à ça. Alors, est-ce que ça pose des problématiques, j'imagine, si on veut parler de... Est-ce qu'on parle de vin de lieu, par exemple? Comment on amène les choses sur les... Alors, le vin de lieu, le vin de terroir... Pour compléter la question de Justine, il y a eu quand même... moi, je sais que le premier voyage que j'avais fait avec Gérard Marjon en 99 en Napa, ou si tu veux... C'était rigolo parce que j'avais fait un premier voyage aussi dans le milieu des années 95 où il y avait un gros discours que Marc Cépage. Et okay. je me souviens bien, enfin, on avait été reçu par la Napa Vintner Association. Et si tu veux, 99-2000, il y avait déjà les prémices, puisqu'on nous expliquait que Carnero, c'était un zone, un chardonnay, un pinot, etc. Parce qu'il y avait une espèce de prémisse de ouais, tiens, finalement, all the wine is not made in winery, tu vois, c'est pas uniquement hors sol. Il y avait comment cette espèce de prise de conscience là, et aujourd'hui, comment ça évolue, comment c'est traduit, alors avec ce que tu viens de nous dire aussi, mais puis après il y a aussi les pratiques culturelles, puisqu'on a une question dessus, la biodynamie, sur les etc. Donc finalement il y avait un marketing et un discours vin qui était un peu monobloc, assez simple, qui commence à se ramifier. Enfin, c'est pas qu'aux États-Unis, on le voit aussi un peu partout, mais au niveau des États-Unis, tu le ressens comment ce phénomène-là? Oui, ça devient un monobloc. Alors après, le marché est encore vraiment drivé par ce que tu dis, c'est-à-dire l'association cépage-marque. C'est quand même le gros du truc, c'est ça. Et les producteurs de qualité, effectivement, sont de plus en plus en train de mettre en avant leurs vignobles. Alors, c'est plutôt des vignobles que des appellations, parce que même les AVA que tu as mentionné, donc il y a un système d'appellation aux États-Unis qui s'appelle le American Viticultural Area.
qui a été créée dans les années 80, 1980-80, c'est la première. C'était avant tout des barrières politiques, hein. C'était les counties, c'était des choses relativement larges qui n'étaient pas forcément fondées sur une cohérence terroir et ou microclimatique à l'excès, vraiment à l'excès. Aujourd'hui, les nouvelles éviers, alors les éviers, il faut qu'il y ait un certain nombre de producteurs, c'est les producteurs qui les décident, il y a tout un système de validation, mais il n'y a pas le travail qu'on connaît de l'INAO quand on veut faire sortir une nouvelle appellation, c'est beaucoup plus simple en fait ici. Mais les dernières qui sont en train de sortir, elles essayent quand même d'être, alors pas pour toutes, et malheureusement c'est ça qui est très compliqué, elles essayent quand même d'être un tout petit peu plus cohérentes sur l'identité, entre guillemets, avec un bien grand mot terroir, qu'elles veulent mettre en avant. Après, ça reste encore très lâche. Donc, on a vraiment en fait plutôt un travail de producteurs individuels, parfois d'associations de producteurs. Je reprends par exemple le cas de l'Oregon, qui fait un travail un petit peu différent parce qu'on est aussi sur des entités individuelles plus petites, où il y a vraiment beaucoup de collaboration entre les différents domaines et les différentes sous-régions. Mais autrement, on reste quand même sur des choses relativement individuelles, où c'est des mises en avant de vignobles, un vignoble particulier. Pas forcément, on parle de plus en plus de la géologie, mais ça reste une fois encore des discours assez individualisés. Et ce que vous allez acheter avant tout, ça reste un producteur qui va être capable de transcender un petit peu son terroir, et effectivement d'aller chercher aussi, voilà, s'il veut faire du gamay, il va vous trouver le meilleur gamay, mais ça peut être fait à 250 ou 300 km de sa winery. Va y avoir un achat de trousseaux. Alors, je pense à des gens que j'adore qui font un travail assez exceptionnel. Parce que j'ai ouvert une bouteille de leur gamay hier soir, Arno Roberts, ils sont à Ellsberg, ils sont dans la Sonoma Coast. Donc Ellsberg, c'est vraiment Sonoma. Donc, on est au nord de la baie de San Francisco. On est à quasiment 1 heure et demie de route. Voilà, c'est des gens fantastiques. Mais voilà, ils sont basés là. Ils vont faire du trousseau qui vient de Lake County, qui est à 3 heures et demie de route au nord-est, et sur la côte. Ils vont chercher des Cabernets Sauvignon du côté de Shea Ridge, donc dans les Santa Cruz Mountains. Donc là, on est à 3 heures de route aussi. Et donc, voilà, ils vont faire des représentations de lieux sous une seule marque, une seule ombrelle. Alors, avec leur style à eux aussi. Avec leur style à eux, donc on est un petit peu plus dans cette démarche-là. C'est compatible avec une approche un peu biodynamie ou dont on parlait tout à l'heure. Ils peuvent sourcer des raisins qui sont dans cette approche. Oui, alors effectivement, ceux qui sont dans une réflexion et dans une recherche d'expression du lieu et qui décident aussi de beaucoup moins intervenir dans les chais, parce que voilà, on est quand même dans un pays qui est extrêmement pointu sur toute l'intervention œnologique. UC Davis a des laboratoires de recherche, et voilà, il y a vraiment une technicité de la vinification qui est absolument indéniable, avec des très très grands spécialistes. Ceux qui cherchent à faire des choses plus identitaires du terroir, effectivement, vont avoir tendance à aller chercher des raisins qui sont cultivés selon des principes bio ou biodynamiques. Alors, biodynamique est compliqué ici. La biodynamie, en fait, est arrivée aux États-Unis très tôt après Steiner, parce qu'il y a eu un des grands disciples de Steiner qui est arrivé là dans les années 1930-35. Les premières fermes biodynamiques aux États-Unis, fermes à pas viticulture, c'était dans l'État de New York, je crois que c'était en 37 ou 38, donc c'est arrivé quand même relativement tôt. Mais en viticulture, il a fallu attendre pas mal de temps. Il fallait attendre 60-70. C'était en plein dans la prohibition à cette époque-là. Oui, exactement. Et il ne faut pas oublier non plus que les disciples, Steiner ne buvait pas et que la viticulture n'était pas au centre du cours sur les agriculteurs. Donc, c'est arrivé tardivement, toute cette approche. Mais Alan York a fait beaucoup de travail, Mike Basinger et tout ça. Donc, il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont arrivées dans les années 80-90. Alors, la chose ici, c'est que biodynamique, ça a été déposé par Demeter US. Donc, c'est un mot qui ne peut pas être utilisé si on n'est pas certifié par Demeter US. Et après, ça n'a pas vraiment pris autant que ça a pu prendre en Europe. Alors, c'est en train de grossir, c'est en train de grandir. L'influence bourguignonne le fait encore, et le fait que beaucoup de très grands producteurs américains, je pense notamment à Ted Lemon, par exemple, qui est un grand praticien de la biodynamie Sonoma, à nouveau, sur le Pinot et les Chardonnay. Ted a fait les vins chez Rouleau dans les années avant que Jean-Marc revienne au domaine. Il a été mis en contact avec toute la génération qui évoluait en Bourgogne à ce moment-là. Il a ramené la biodynamie, donc il y a des personnalités qui ont fait ça. Il y a de
de plus en plus de gens intéressés, mais qui ne se revendiquent pas de la biodynamie nécessairement. Et est-ce que le côté ésotérique de la biodynamie, comment c'est vécu aux États-Unis? Une fois encore, le fait que ce soit des personnalités comme Alain York et d'autres personnalités qui sont un petit peu détachées du mouvement biodynamique sur le plan philosophique et spirituel de l'anthroposophie, qui est effectivement critiquable sur plein de points, on est plus dans un côté pragmatique. Hein. Là, on retrouve sur l'américain, il y a un résultat, il y a une rationalité à repenser notre relation au végétal via les préparations, via les cycles lunaires, via les cycles énergétiques et tout ça. Donc on est plutôt dans ce côté pragmatique-là, d'une certaine partie. Mais d'une autre partie, effectivement, plutôt des méta hardcore, eux, ils sont vraiment plus dans une démarche anthroposophique. Donc voilà, je pense aussi que c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui s'en détachent. Alors après, il faut bien appeler un chat. La Californie, mis à part, il y a le problème de la maladie de Pierce et il y a deux, trois virus quand même assez problématiques hein, aujourd'hui ici qui arrivent en France, le leaf and roll virus, enfin toutes les maladies liées assez proches des courants et tout ça, c'est des énormes problématiques ici, un peu équivalentes à nos problématiques d'ESCA. Donc on a des énormes problèmes sur le végétal ici aussi. Hein. Mais mis à part ça, les conditions sont quand même plutôt idéales pour être plutôt au moins sur du bio. Quoi. Et il y a le pourcentage de vignobles en bio et en biodynamie. Je ne vais pas avancer de chiffres, mais on est vraiment sous la barre, vraiment loin des 10%. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Autant à New York, c'est très compliqué. Voilà, New York, on est sur une climatologie à la bordelaise avec des hivers encore plus durs, bordelais muscadet, énormes. C'est continental l'hiver, c'est humide tropical, on se tape les ouragans, les machins, les trucs. Je ne raconte pas, septembre, il fait 30 degrés avec des pluies torrentielles, donc tout ce qui est botrytis, sodium, mildiou, voilà, c'est un peu costaud, hein, plus le black rot et tout ça, donc c'est très, 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 très compliqué. Mais en fait, il y a une dynamique plus importante en Oregon et à New York, qui sont des climatologies beaucoup plus complexes qu'on en Californie, alors que la Californie, ça devrait être un paradis. Un paradis. Encore, on a ces problèmes de virus maintenant, et de bactéries, mais en termes d'agriculture. Mais les problèmes qu'ils ont là-bas aujourd'hui, c'est la sécheresse, c'est une catastrophe. Les feux de forêt, les feux, c'est une... c'est dantesque. Les vignobles sont alors que la vigne est normalement un coupe-feu, hein, les vignobles sont détruits. Mais là, la sécheresse, on ne sait pas trop ce qui va venir là-bas quand même. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'irrigation n'est pas forcément la solution non plus, parce que les problèmes d'eau sont tels que. Donc on est sur des problèmes de changement climatique et des épisodes pareil qu'en Europe, des épisodes beaucoup plus intenses des très rapprochés, mais très, 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 très intenses. Là, vous savez peut-être qu'il y a une vague de chaleur sur la côte ouest. Il fait 55 à Vancouver, il fait 50 en Oregon, là. Hein. 50 degrés. C'est un peu chaud. Donc, voilà, donc c'est ces nouvelles problématiques-là. Et dans les Finger Lakes, si on faisait le zoom sur les Finger Lakes, où vous êtes là, il y a moins de ces problématiques au niveau de l'irrigation. Là, vous pouvez... Oui, là, nous, on a de l'eau. Hein. Voilà, c'est pour ça. En termes de culture... Nous, on a de l'eau, mais par exemple, sur Long Island, c'est irrigué. Alors que Long Island, juste pour vous donner une idée, c'est donc vous voyez la ville de New York, et juste à l'est de New York, il y a une très grande île assez fine. Hein. La pointe ouest. C'est Norfolk of Long Island, c'est ça? Voilà, c'est Norfolk, c'est les Hamptons. Et en fait, la pointe ouest de l'île, c'est Brooklyn. Donc, Brooklyn n'est pas... Voilà, Brooklyn est sur une île. Cette île, c'est Long Island. Des terroirs de moraines sableuses. Et en fait, là-bas, 95% des vignobles sont irrigués. Alors après, c'est parce que c'est des terroirs aussi où il n'y a pas beaucoup d'argile. Donc, l'eau, elle traverse. Mais c'est irrigué. Dans les Finger Lakes, non, ce n'est pas irrigué. Ou vraiment à des endroits particuliers, ça coûte extrêmement cher. Il y a plus des problèmes de pluie que pas de problèmes de pluie. Mais après, il y a aussi, c'est pas, une fois encore, il y a une viticulture qui n'est pas forcément adaptée à ces problématiques-là. Voilà, c'est une viticulture de rendement malgré tout. Et c'est aussi une viticulture avec un matériel végétal très particulier, des techniques de taille très particulières. Alors, on voit de plus en plus de guyot simples, de guyot doubles et de pulsars, mais on est sur des techniques qui s'appellent les Scott Henry. Alors, c'est des techniques pour faire vraiment beaucoup de volume et en même temps permettre un développement végétatif adapté à l'hiver. Je m'explique. Les hivers sont quand même très froids. Alors, cette année, ça n'a pas été trop froid.
Moi, je me souviens, à 4-5 ans, on avait moins 32 degrés à New York, il avait fait moins 45 dans les Finger Lakes, donc ça pique un peu. Je veux bien vous dire que ça fait un peu froid. Évidemment, les bois explosent. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils taillent au ras. Et donc, vous voyez, quand vous voyez une vigne européenne, vous avez le tronc et après, soit vous avez les bras pour les guyot, vous avez les cannes et tout ça. Et bien là, en fait, ils découpent et ils font repousser les troncs chaque année. Donc, on est sur aussi des systèmes qui demandent à la vigne beaucoup plus en termes de poussée végétative. Et je pense que ça influence les raisins. Donc, il y a des pratiques aujourd'hui qui sont mises en place. Ils enterrent les vignes et tout ça quand il y a vraiment des réflexions sur la pérennité du vignoble. Il y a des vignobles pionniers par rapport à ça. Il y a Herman Wimmer, notamment dans les Finger Lakes. Vous pouvez trouver les vins en France, vous pouvez trouver les vins en Belgique. C'est un domaine qui a été développé dans les années 60 par un Allemand qui vraiment était, avec Constantin Frank, était à l'avant-garde de la transformation du vignoble américain, des Finger Lakes d'hybride en vignoble de vitis, vinifera. Et aujourd'hui, Wimmer a mis en place tout un programme en biodynamie. Donc, c'est un des seuls vraiment à pousser la biodynamie de manière très poussée. La personne en charge de ce domaine, elle a travaillé chez Guy Bossard dans le Muscadet, donc formée à bonne école. Ils ont une pépinière, ils font aussi pépiniéristes. Et eux, ils sont en train de réfléchir, voilà, comment est-ce qu'on peut, quelle est la réflexion sur le végétal à avoir. Pareil au Canada, au Québec, il y a des vignobles fantastiques. Voilà, le domaine des pervenches, le domaine de Nival, Benjamin Bridge. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font sur la biodynamie et la réflexion sur le végétal dans les climats extrêmes qu'on est en train de connaître. Mais c'est de moins en moins extrême quand même. Ça fait quand même un certain temps qu'on n'a pas eu d'hiver aussi froid que je ne les ai eu. C'est devenu un peu plus tempéré. Voilà. Et quelques mots sur les vins que tu fais en collaboration? Oui, c'est le vignoble que vous avez derrière moi. Alors, le vin que je fais, c'est un vin un peu particulier. L'histoire américaine, l'histoire par exemple des Finger Lakes, c'est une histoire d'hybride. Donc, le vignoble des Finger Lakes, c'est un vignoble qui a été planté au début du 19e siècle, 1810-1820, donc c'est assez vieux. Mais ça a été planté avec ce qu'on appelle les premiers hybrides historiques, c'est-à-dire des hybrides qui ont été développés aux États-Unis lorsque les colons essaient désespérément de faire pousser de la vitis et ça ne marchait pas. En Virginie, on connaît l'histoire de Jefferson, ça mourait, ils ne savaient pas trop pourquoi, ils ne savaient pas encore découvrir le phylloxéra. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu des pollinisations qui sont faites, plus ou moins voulues. Et donc, on est les premiers cépages comme le Catawba ou le Delaware ou plus tard le Concorde, et avec beaucoup, beaucoup d'ADN de vignes américaines, de Labrusca notamment. Et de ces cépages, le Catawba et le Delaware, surtout le Catawba, est devenu extrêmement populaire dans tout le nord-est américain. C'était planté en Ohio. On a fait sur des milliers d'hectares, à un tel point que on l'a fait en bulle, à tel point qu'on trouve des traces de médailles d'or à Bruxelles, à Paris, de Catawba Sparkling dans 1890, à tel point que lorsque c'est arrivé dans les Finger Lakes, ça a recouvert les lacs. Donc, c'est 10 lacs, mais on a vraiment 7 importants. C'est des grands lacs un peu comme des fjords qui tempèrent le climat. Donc, là où on fait du vin, c'est sur les pentes de ces lacs. Et en fait, ils ont même fait venir des gens de chez Veuve Clicquot dans les années 1880 pour faire des bulles. Ils ont même recréé une boîte postale. Alors, la ville, ça s'appelle Amonsport. C'est pas assez vendeur à Mansport. Donc, ils faisaient du champagne sparkling Catawba. Ils ont réappelé la boîte postale à Reims en rajoutant un H. Donc, ils pouvaient faire dire qu'ils faisaient du champagne sparkling Catawba à Reims en 1890 avec des trucs assez fous. Et donc, l'idée qu'on a eue avec mon partenaire, avec Nathan, c'est que 75% des vignobles des Finger Lakes, c'est encore ces hybrides. Certains d'eux, ils ont 150, 200 ans d'âge. Ils sont utilisés pour faire des jus de fruits, ils sont utilisés pour faire des confitures, ils sont utilisés pour faire des vins, mais vraiment d'entrée de gamme. C'est mélangé, c'est réacidifié, désacidifié, c'est sucré, c'est chaptalisé. Voilà. Et on s'est dit, vu que ça coûte quand même très très cher de faire du vin dans les Finger Lakes, pourquoi on n'essaye pas de redonner chance à ces vieux hybrides qui peuvent être aussi travaillés en bio. Donc c'est notre projet. On a trouvé le vignoble que vous voyez derrière moi, c'est un vignoble de Catawba. Les vignes ont 105, on pense que les vignes ont entre 100 et 120 ans. C'est en bio depuis 1971 certifié. Alors, vous voyez, c'est un peu plantureux. Voilà, c'est une famille, c'est une ferme en polyculture, hein, tout en bio. C'est une photo qui a été prise à quelle... Ça, c'était pris à la même période de l'année dernière. Donc, ça ressemble à ça en ce moment. Ouais, donc c'est du type croissance végétale, enfin, c'est l'équivalent juin-juillet, c'est ça, ouais. Ouais, et donc le Catawba, donc le Delaware, c'est un hybride qui ressemble plus à de la Vitis vinifera. Donc quand elle est menée, c'est plus un port droit, alors que le Catawba, c'est un port un peu retombant quand même. Ça fait du 120 hecto-hectares.
Est-ce que c'est que le raisin ou il y a une complantation derrière les La permaculture, ouais. Alors, non, alors, c'est pas alors, non, ils ne font pas de la permaculture comme nous on l'entend aujourd'hui, mais ils sont en permaculture parce qu'en fait, il y a des céréales, il y a du blé, enfin, il y a de l'orge qui est plantée au milieu, mais ce n'est pas fait comme cette espèce d'approche extrêmement technique de la permaculture que l'on connaît. Mais c'est une ferme où ils vivent, c'est en bio, certifié depuis 71, c'est un des très, très rares domaines certifiés. Et en fait, le but de notre projet s'appelle Chepika. Il vient juste d'être, je sors une truc, mais voilà, vous ne voyez pas. C'est distribué en France maintenant depuis 2 semaines. Mais le but, c'est un projet politique. Qu'est-ce qui t'importe C'est Avant-Garde. Pardon, le Garde-Vin à Paris. Avant-Garde ici à New York et le Garde-Vin à Paris avec Benjamin et son équipe. Le projet, c'est de se dire, si on veut vraiment être dans une démarche locale, ce qui était mon cas avec le restaurant, si je veux boire du local bio et biodynamique certifié, pourquoi ne pas donner sa chance à ces variétés qui sont là depuis 200 ans, qu'on peut travailler en bio, qui font des rendements, qui ont des raisins avec des goûts assez particuliers, ça c'est clair. Mais si on les travaille avec attention, on peut faire quelque chose avec un très bon rapport qualité-prix et qui met en avant la biodiversité de la région. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est le but du projet. Donc, on fait des vins sans rien, c'est du 0,0. On n'a pas besoin de soufre parce qu'on a des acidités, on a des taux d'acidité à 12. On a des pH à 2,8. Donc, c'est assez rafraîchissant comme vin, mal au fait. Hein. En termes de microbio, on est nickel. Hein. Il n'y a pas de bactéries. pH, tu as dit de 6, de 7. Non, ça rafraîchit. On fait un truc à 9 degrés. Ça fait de la bulle. On met ça sur le bord de la piscine l'été. C'est super agréable. Voilà, et on fait des pétnates avec. On fait un pétnat et on va faire une méthode traditionnelle. Voilà, donc c'est le but du projet. C'est plus un projet de remise en avant du patrimoine au sens large du terme. Patrimoine végétal, patrimoine culturel. Et ça s'appelle Chepika parce qu'en fait, la région était avant peuplée de tribus indiennes, dont la tribu des Delaware et la tribu de Catawba, c'est des noms de tribus indiennes. Et l'héritage, ces tribus ne buvaient pas de vin. On sait qu'elles se nourrissaient des raisins, mais elles n'ont pas produit du vin, contrairement à d'autres tribus européennes. Hein, c'est pour ça vraiment qu'on a eu du vin. Mais on ne pouvait pas ne pas rendre hommage indirectement à l'héritage historique de la région, qui est quand même extrêmement fort et qui a été bien évidemment effacé par une colonisation quand même assez brutale. Et dénigrante. Voilà. Donc une partie aussi maintenant une partie c'est un projet plus passion pour moi et Nathan, mais une partie des revenus, des profits du projet est redistribuée à des tribus de Delaware pour l'éducation et la remise en avant de leur héritage dans la région. Voilà. Un projet marrant. Ça se boit bien sur la piscine avec 40 degrés, ça fait 9 degrés d'alcool. ça se boit tout tranquille. Le 2020 vient de sortir là. Donc c'est notre 5e millésime. Voilà ce qu'on fait. Pardon ? Combien d'hectares ? Alors là, mais on n'a pas grand-chose. Enfin, c'est eux qui font le réserve. On a quoi ? On a un demi-hectare. On a rien. Ça va grossir l'année prochaine. On va prendre un peu plus. Ça va commencer à grossir un petit peu l'année prochaine. Voilà. Terroir d'argile, terroir de shell dans les Finger Lakes. Pour moi, les Finger Lakes, c'est un des très grands terroirs d'avenir de New York, des États-Unis. À cause du climat, c'est un très grand terroir à bulles. Il y a des veines calcaires. Comme je vous disais, il y a très, très peu de calcaire aux États-Unis. C'est principalement des sols relativement volcaniques et métamorphiques, beaucoup de granit, beaucoup de sols à base siliceuse, beaucoup de basalte. Dans le nord, surtout les sols de Washington et d'Oregon, beaucoup de basalte, beaucoup de magnésium là-haut. New York, des sols très jeunes, des sols de shale, c'est comme des schistes, mais qui n'ont pas été métamorphisés, donc c'est des argiles compactées, mais avec des blocs de calcaire. Il y a des veines de calcaire quand même, qu'on trouve dans la péninsule de Niagara. Et un peu qu'on trouve aussi au Canada. Et il y a vraiment des choses à faire, notamment sur les blancs, les bulles. Et après, il y a quelques poches. On peut faire des cabernets francs, on peut faire de la syrah, là-haut, qui sont très jolis. Des Lamberger, des Blaufränkisch. Et on voit de plus en plus de variétés, un peu sur l'évolution de ce qui va se passer aux US. Mais il y a beaucoup de producteurs qui ont beaucoup voyagé, qui sont vraiment très ambitieux, qui ont un toucher beaucoup plus européen dans leur approche du vin. Et ce qu'on est en train de voir, c'est l'importation de beaucoup de cépages européens plantés aux US. Donc, ça prend un peu de temps en termes il y a une quarantaine au niveau des cépages. Il faut à peu près 5 ans pour qu'une nouvelle variété soit autorisée. Mais vous allez voir un déferlement de Trousseau, Ploussard, Mondeuse, Humagne, Arche-le-Veloux dans les années à venir. C'est un truc de feu. Pinot de Nice, ça arrive en force. Le Romorantin est planté. Le Chenin, il y en a plein. Chenin, il y avait plus de Chenin aux États-Unis à un moment donné qu'il y en avait dans la Loire dans les années 70.
Il y en a moins, mais ça revient là. Mais oui, vous allez voir un truc, ça va exploser les États-Unis dans tous les sens, sur tous les cépages, un peu tendance. Ouais, mais c'est ce Voilà. côté, ce qui fait un peu la beauté de ce pays, c'est ce côté un peu fou, quoi. Ah, C'est- bah, ils sont un peu fous, ouais. Ouais. Donc, c'est cool. Des vins avec moins d'alcool et moins d'élevage un peu caricatural aussi. Donc, c'est la tendance quand même va là-dessus, hein. Des vins de plus en plus fins, des vins de plus en plus de terroirs, de lieux, euh, Après, plus subtils. les Américains sont très market, donc ils sont aussi, ils ont cette capacité à sentir les choses et à très vite switcher sur ce qui va être dans l'air du temps, quoi. Ouais, bah, ils sont beaucoup plus réactifs que. Voilà. Après, ils ont aussi la possibilité de le faire. C'est-à-dire que comme il n'y a pas les contraintes Oui. légales, ils font beaucoup de surgreffage. Si un jour le merlot est plus populaire, ils vont surgreffer avec du chenin. Mm. Voilà, et en 2 ans, ça fait du chenin. Donc, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Ils s'adaptent, hein, mais les vins sont chers parce que le foncier est très cher et le labor est très cher. Donc, les vins sont très chers. Et ça, c'est pour finir sur les problématiques. Le vin de qualité aux États-Unis, il faut de l'argent, même pour les achats, quoi. Mm. Euh, donc, ils ne vont pas être sur le même niveau de compétition que les vins européens, notamment les vins français d'appellation de qualité. On ne joue pas sur les mêmes qualités de prix. C'est le même positionnement. Ouais. Voilà. On avait une question sur le Green Able, tu sais. Bah, non, je sais pas. Honnêtement, Hein. j'ai pas vraiment vu la chose Ben, je par suis cœur. assez franc aussi, moi non plus. Donc je me suis dit, Pascaline va pouvoir répondre, mais j'ai pas, Bah non. je suis Je pas suis au fait. désolée. Je Arnaud. suis pas au fait, je Je suis pas au fait chercherai. du sujet, donc bon, c'est pas grave, on sait pas, c'est pas très grave. Il y a une autre question de Thierry, notre ami Thierry Ouais. du SIVA. Salut Bonjour, Thierry. salut. C'est Thierry. Merci d'être avec nous. Plus de blanc, plus de rouge? Plus de bulles. De Plus de nul. bulles. Non, le blanc remonte. Ouais, le blanc, de plus en plus de demande pour des blancs, ça c'est clair. Blanc sec, ou alors des demi-secs vraiment avec de l'acidité. Mais on voit quand même que la clientèle évolue rapidement dans ces goûts. C'est une clientèle qui effectivement part de vins un petit peu faciles, ronds, des chardonnays avec du sucre résiduel et tout ça, pas vraiment de la personnalité, beaucoup boisée. Ceux qui se mettent au vin, ils évoluent très très rapidement dans leur goût. Donc des blancs plus secs et des bulles. C'est vraiment la grosse tendance bulle, elle est indéniable. Voyons, on va arriver, voilà. Ah, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, déjà on n'a pas vu le temps passer, hein. Tu as le verbe Ouais. facile et l'œil brillant. Alors, je voulais juste te faire un petit compliment parce que quand tu as parlé de ton projet, tu as pris des couleurs. Je ne sais pas si c'est la lumière, mais j'ai vu ton visage Ah encore oui, non, plus. c'est un projet. Bah non, oui, ça me tient à cœur. Ouais, Ouais. c'est un projet fort. Ouais. C'est un petit projet, mais voilà, on espère que ça commence déjà à avoir des conséquences dans la région. Bon, Euh, voilà, donc on est content. Voilà, des petits ruisseaux pour les grands fleuves. hmm. On a un tout petit ruisseau, mais Il faut qu'on trouve une bouteille et qu'on la goûte, hein. ah oui, il faut être prêt, hein. C'est un autre monde. Et ouais, donc ouais, non. Je sais que tu es originaire de la Loire, moi, ma famille aussi, même si je suis un sudiste sur le tard, hein, mais ma famille est d'à côté d'Angers, donc on a eu des fois des expériences un peu compliquées avec le chenin, pas mûr, des vins un peu plus à l'ouest. Voilà. Ah. Un petit mot de la fin, Justine, peut-être, avant de laisser le mot de la clôture à Pascaline. Un grand plaisir, un grand plaisir. On voit que les participants ont pris plaisir aussi et ont posé des questions, donc on est toujours ravis. Merci en tout cas, c'est inspirant, je trouve. Donc, Merci à vous de m'avoir donné la chance de pouvoir converser sur des sujets qui me Un petit mot tiennent de à cœur. et puis après, je ferai les annonces habituelles, hein. bien sûr. De toute façon, elles Un sont petit mot. ouais, un petit mot, un truc que tu as envie de dire. Euh, euh, je sais pas, buvez moins mais buvez mieux. Non. Mais oui, voilà, sachez que ce que vous buvez compte. Je crois que le vin, plus que jamais aujourd'hui, a une place clé, hein, on l'a bien vu socialement. Ne pas partager une bouteille avec des amis pendant quelques mois a été compliqué. Le vin a quand même un rôle à part dans la société humaine, quoi qu'on en dise. Si des hygiénistes le poussent. Et je crois que défendre le bien boire est quelque chose de plus que jamais critique et permettra sûrement d'accélérer les changements qui sont nécessaires, tout en se faisant plaisir. Donc, pourquoi s'en priver? Voilà. Mais, faites-vous confiance et buvez bien. Voilà.
Bon, un immense merci Pascaline. Nous, on vous retrouvera, donc les webinars partent en vacances cet été. On se retrouvera le 9 septembre en direct des vignes avec Jean-Michel Deiss, qui devrait être dans les vendanges. Voilà. Donc, puis après, on vous fera passer prochainement le programme concocté avec voilà, des vignerons, des amis sommeliers, des journalistes, des amoureux du vin. Voilà. Je vous invite aussi à nous rejoindre on a créé un groupe Facebook qui s'appelle Dégustons Autrement, où on partage notre pratique au sein de l'école sur la dégustation auditive et géosensorielle, avec des commentaires de dégustation, de la méthode, du partage. Donc voilà, c'est un groupe d'accès gratuit et on sera très heureux de vous y accueillir. Et ben voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent été. Un immense merci à toi, Pascaline, d'avoir pris le temps de ton temps, de ta gentillesse. Et puis, au plaisir de boire, de déguster ensemble. Il faut que j'apprenne la géosensorielle maintenant quand même. Hein. Il va falloir que... Tu sais, la géosensorielle, on l'apprend un peu aussi parce que j'aime bien dire que la géosensorielle, c'est un grimoire qu'on a perdu. Et puisque avec Julien Camus, que tu connais, avec voilà, tout le groupe du DU et d'autres vignerons, voilà, on est plus encore dans une recherche expérimentale, mais on partagera avec toi la prochaine cultive et géosensorielle avec et puis il y a je terminerai sur ce que tu as dit, cette notion de philosophie du vin. Voilà, le vin, il a cette place particulière dans nos cœurs et dans nos vies. Nous, en tant que sommeliers et passeurs, mais aussi culturellement, c'est quelque chose de fort. Et je pense que ça peut être un des moyens de réunir, unir à nouveau les gens dans une soirée, mais aussi peut-être les peuples. Voilà, il y a une dynamique là-dessus. Juste pour finir, je le vois à New York, puisque je pense que je suis dans une des villes les plus cosmopolites au monde. Hein. Mais la façon dont, autour d'une bouteille, des gens de cultures absolument opposées, différentes, qui ne se connaissent pas, arrivent à connecter, c'est absolument fascinant de voir ça. C'est absolument fascinant de voir ça. Donc effectivement, la transcendance culturelle du vin, plus que jamais, est un beau mot de la fin, Franck. Absolument. Alors, et quand on a bu, ça devient la transcendance. Voilà, ça a été facile, mais... Et on l'apprend quand même, voilà. Très bon été à tous. Levez vos verres pour sauver les vignerons, les bons vignerons. Merci beaucoup. Merci à vous tous de votre Bel été. Merci Pascaline et prends soin de toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. À bientôt. Et merci à Justine.